Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui nous allons continuer la série sur les modos et nous allons parler de l'obligation et du conseil. Alors aujourd'hui nous allons, comme je vous l'ai dit il y a deux secondes, continuer la série sur les modos et nous allons continuer sur la lancée des modos radicaux parce que c'est dans cette catégorie-là, comme vous avez pu le remarquer, qu'il y a le plus de sous-catégories et de modos qu'on utilise pour X et X raisons. Donc aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle l'obligation et le conseil. Et pour l'obligation et le conseil, effectivement, on se sert aussi de modos. Du coup, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à aller les voir juste ici. Évidemment, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous n'êtes pas obligé forcément de tout regarder dans l'ordre, je pense que ça va dépendre de ce que vous recherchez précisément à savoir sur les modos. Alors tout de suite, commençons. Alors pour parler de l'obligation et du conseil, on va se servir des modos shall ou should, parce que shall c'est au présent et should c'est au passé, et must. Premièrement, nous allons parler de l'utilisation de shall. Alors nous allons retrouver shall sous sa forme interrogative, donc dans des questions, et par rapport à la forme interrogative, on va surtout et même uniquement le retrouver à la première personne du singulier et du pluriel, donc I et we, donc je et nous. Sous cette forme-là, c'est une forme qu'on va retrouver notamment quand on va faire une proposition d'offre ou des suggestions. Vous voyez, donc c'est quand vous voulez suggérer quelque chose à quelqu'un ou que vous voulez lui faire une offre par rapport à quelque chose, tout domaine confondu vraiment. Et si vous regardez des films et des séries, c'est quelque chose qui normalement vous est pas forcément très inconnu si vous avez fait attention dans la façon dont parlent les personnages dans les films ou dans la série. Moi personnellement c'est quelque chose que j'entends, on va dire assez régulièrement quand même, d'avoir le shall dans une question. Donc par exemple, je pourrais très bien vous demander Shall I open the door for you? Voilà, donc là je vous propose de vous ouvrir la porte au cas où vous en auriez besoin. Et imaginez vous êtes avec un ou une amie ou quelqu'un de votre famille et vous devez aller quelque part et vous voyez l'heure qui commence à défiler et vous dites Shall we go now? Comme dans la précédente vidéo, je ferai des petits points par moment par rapport à la traduction quand il y a quelque chose d'un petit peu particulier et c'est le cas avec shall quand vous allez le traduire vers le français. En fait, quand on utilise shall dans une question, on pourrait le traduire de manière assez littérale comme pourrais-je vous ouvrir la porte ou ce genre de choses, mais ça serait pas exactement le sens voulu par shall, vous voyez? Parce que quand on traduit comme je viens de le faire, on pourrait s'imaginer que ça peut être un autre modal, comme avec can ou could, ce genre de choses, comme on a vu d'ailleurs précédemment dans les autres vidéos, ou ça pourrait être très bien aussi would, will, ce genre de choses. Alors que quand on utilise shall, on implique beaucoup plus la personne à qui on pose la question. Donc par exemple pour la première question, Shall I open the door for you? On dirait plutôt voulez-vous que je vous ouvre la porte? Donc en fait on s'inclut pas vraiment dans la question, vous voyez, on met beaucoup plus l'autre en avant et c'est beaucoup plus l'autre qui est impliqué si vous voulez dans la question. C'est peut-être un petit peu flou comme concept et peut-être que vous voyez pas trop où je veux en venir, mais vous allez voir aussi avec le deuxième exemple où vous pourriez très bien traduire en français. On y va si tu veux? Voilà, donc vous voyez, c'est le genre de formulation et de question où on va vraiment laisser place pleinement à l'autre par rapport à la réponse qu'il va pouvoir nous donner. En fait, on va ouvrir le champ pour que vraiment toute la place soit prise par notre interlocuteur et c'est pas vraiment nous qu'on implique dans la question, vous voyez. C'est une façon, en quelque sorte, d'être peut-être un petit peu plus poli dans certaines circonstances parce que du coup, vous laissez vraiment le champ libre à la personne à qui vous posez la question, donc c'est vraiment elle qui est en droit, du coup, de décider pleinement de la chose, si vous devez partir, si elle a vraiment besoin que vous ouvriez la porte, ce genre de choses. Ensuite, on retrouve shall dans des phrases affirmatives. Là, pour le coup, on le retrouvera surtout avec la deuxième et troisième personne du singulier et du pluriel. Alors par contre, sous sa forme affirmative avec la deuxième et troisième personne du singulier et du pluriel, c'est vraiment très archaïque, c'est-à-dire que c'est très vieux. Pour les jeunes qui ne comprendraient pas ce mot. C'est quelque chose qui est très vieux et que vous allez rencontrer beaucoup moins souvent que le shall qu'on retrouve dans les questions par exemple. Vous pouvez vous en servir mais c'est plus trop dans le langage courant. Pour des contextes assez formels on va dire, mais vraiment très formels. Mais dans la vie courante c'est pas quelque chose que vous allez retrouver très souvent honnêtement. De plus, shall a ce côté justement comme il est vraiment encore utilisé plutôt dans tout ce qui est texte de loi, les règlements, ce genre de choses, c'est plutôt là qu'on va le retrouver. Si vous l'utilisez à la forme affirmative pour vous adresser à quelqu'un, ça risque de pas faire trop plaisir à la personne parce qu'il a vraiment ce caractère, maintenant en tout cas, d'injonction, c'est-à-dire qu'on a l'impression presque de donner un ordre à quelqu'un quand on l'utilise. Donc faites très attention, je ne vous conseille pas vraiment de l'utiliser à la forme affirmative pour parler de tout et de rien en fait à quelqu'un. Par exemple, si je vous dis la phrase You shall do
as I tell you. Si on traduit après en français, ça donnera un truc du style tu feras ce que j'exige. 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 Je vais pas y arriver. Tu feras ce que j'exige. Tu feras ce que j'exige. Donc vous voyez, ça a vraiment ce caractère un peu... on oblige l'autre personne à faire ce qu'on demande, ce genre de truc, voilà. C'est pas très agréable et pas très amical, quoi. Après, par exemple, si c'est dans quelque chose comme un règlement par rapport à votre école, à votre travail, quelque chose qui est dans les lois, ou même dans les textes religieux aussi, on le retrouve beaucoup, ça sera beaucoup moins choquant, évidemment, mais c'est pour ça qu'il est vraiment beaucoup plus affilié à ce genre de contexte et pas trop à la vie courante. Par exemple, pour vous donner un exemple d'une phrase qu'on pourrait trouver dans un texte de loi, entre guillemets, en tout cas de règlement pour le travail, on pourrait très bien dire « New hired employees shall serve a probationary period of 9 months ». Donc là, cette phrase, c'est quand vous êtes fraîchement employé quoi, dans la boîte où vous êtes ou dans le job où vous êtes, vous devez effectuer une période probatoire de 9 mois, donc une période d'essai de 9 mois. Ensuite, nous allons passer à should. Donc should, il est comme ceux qu'on a vus précédemment dans l'autre vidéo avec will, would, tout ça. Le L se prononce pas. Voilà, donc c'est... Typiquement dans les modos, quand vous voyez écrit ces mots de cette façon, c'est que généralement on prononce pas le L. Donc faites bien attention à celui-là aussi, c'est pas should, c'est should. Et même si vous essayez de dire should, je trouve que ça rajoute une difficulté, donc ne vous rajoutez pas une difficulté. Donc should, c'est le prétérit de shall. Il atténue la valeur de shall au présent, quand il est utilisé au présent. Parce que comme d'habitude, le prétérit qui est utilisé dans un contexte présent, c'est toujours pour atténuer la valeur du verbe qui serait au présent, en fait. Donc ça vous permet dans toutes sortes de contextes d'avoir quelque chose qui est plus atténué, poli dans certaines circonstances aussi. Donc le prétérit est vraiment là pour atténuer. Donc du coup il permet d'exprimer un conseil ou un ordre de manière beaucoup plus atténuée qu'avec shall par exemple. Et il est beaucoup plus fréquent que son cousin en présent, comme on dirait à quelqu'un tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, à l'inverse de shall qui lui, comme je vous l'ai dit, est très injonctif, donc on lui dira tu devras faire ci, tu devras faire ça, on peut pas parler aux gens comme ça, enfin voilà. Donc on peut l'utiliser pour une obligation atténuée, mais qui va sonner du coup un petit peu comme un reproche quand même, vous allez voir. Par exemple, si vous dites à quelqu'un you should behave yourself, ça veut dire qu'on conseille à quelqu'un de se comporter mieux en fait, de se comporter correctement quoi. Donc évidemment la pression est moins forte qu'avec must ou shall, mais généralement quand on va dire ça à quelqu'un, selon le contexte, c'est qu'il y a un reproche un petit peu caché là-dessous, la personne a eu un comportement pas terrible, mais bon, on veut pas non plus lui donner un ordre parce que bon, c'est quelqu'un qui est proche de nous, on va pas non plus l'agresser, mais du coup le should va vous permettre de donner votre conseil en mode ça va un petit peu mieux glisser que si vous avez dit must ou shall quoi. On peut notamment retrouver le should avec des verbes d'action, et d'ailleurs, petite information en plus, si on rajoute le should avec l'auxiliaire be et le verbe OING, du coup ça va vous permettre en fait d'accentuer cette notion de quelque chose qui est en cours en fait. Donc là en fait on prend vraiment la valeur de base du BING et ça va vous permettre avec le should en plus vraiment d'accentuer cet effet d'action en cours. Par exemple, they should be playing. Donc vous pourriez très bien dire they should play, mais si vous voulez vraiment préciser que là en ce moment ils doivent vraiment être en train de faire ça, voilà, vous pouvez ajouter l'auxiliaire be avec le verbe en ing. Du coup on retrouve le should aussi pour les conseils bien évidemment. Donc le conseil c'est l'ordre qui est beaucoup plus atténué, hein. Du coup si on veut faire une espèce de translation entre les deux, le conseil c'est un ordre un peu camouflé, un peu plus poli si on veut. Bien sûr l'ordre est beaucoup plus fort et le conseil peut être très très bienveillant, mais vous voyez où je veux en venir, le conseil c'est vraiment une façon de pousser quelqu'un en mode oui alors devrait quand même, voilà, en espérant que la personne évidemment le fasse. On peut le retrouver assez souvent avec des débuts de phrases comme I think, I don't think, ce genre de choses pour vraiment voilà, introduire la phrase comme un conseil quoi. Par exemple, je vais vous donner deux exemples, avec une phrase affirmative et une phrase négative. Vous pourriez très bien dire You should stop smoking. Voilà, donc là c'est une façon de dire à quelqu'un gentiment, ça serait bien quand même que t'arrêtes de fumer. Et si je vous donne une phrase négative, ça donnerait I don't think you should work so hard. Voilà, donc là c'est vraiment, écoute, ok, t'aimes ton taf, etc., mais ralentis, freine un petit peu, ça te fera du bien, voilà. Petite chose importante, je vous ai parlé du BING,
Donc comme je vous l'ai dit, avec should, ça permet d'accentuer encore plus l'effet de conseil pour une action qui est en cours du coup. Donc on peut retrouver le BNG pour le conseil également. Quelque chose qui est très important aussi, c'est que le BING, vous ne le retrouvez qu'avec should. En fait, c'est le seul modèle avec lequel ça fonctionne. Vous ne pouvez pas le mettre avec d'autres modaux parce que tout simplement avec les autres modaux, on ne peut pas avoir cette idée d'action en cours. Voilà, donc vous ne pouvez pas retrouver le BNG avec un autre modal que should. C'est le seul et l'unique. Ensuite, vous pouvez retrouver le should avec l'auxiliaire have plus le verbe au participe passé, donc avec du present perfect. Donc quand vous utilisez cette formulation-là, avec should plus le present perfect, c'est souvent pour reprocher quelque chose à quelqu'un de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, pas attendre pour faire des reproches aux gens, faites-le au présent, c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple, vous pourriez très bien dire à quelqu'un You should have warned him. Donc là vous dites typiquement bah t'aurais dû le prévenir, c'est pas possible, genre voilà, donc c'est vraiment un reproche que vous faites à quelqu'un par rapport à une situation dans le passé. On peut retrouver notamment cette formulation là, plus encore une fois du BNG, et en fait cette formulation là vous permettra de dire qu'une action aurait dû être en cours au moment du passé. Par exemple, si vous avez dit quelque chose de très important à quelqu'un et que cette personne, bah je sais pas moi, 2 jours après, vous lui dites au fait t'as pas oublié ce que je t'ai dit l'autre fois, et qu'il dit ah bah vous voyez qu'il est perdu et tout parce qu'en fait il avait pas écouté, vous pouvez très bien lui dire You should have been listening. Donc ça c'est typiquement le genre de phrase que vous pouvez dire à quelqu'un, demande de répéter et que vous êtes en mode bah non t'avais qu'à écouter, voilà. Donc en français on le traduirait souvent par bah non t'avais qu'à écouter quoi. Ensuite nous allons parler de must. Du coup must, c'est important de savoir qu'on le retrouve surtout dans l'anglais britannique, où il est vraiment utilisé beaucoup plus fréquemment que dans l'anglais américain. Parce que l'anglais américain a une autre façon de parler de l'ordre, ou du fait qu'on doit faire quelque chose, et cette formulation c'est have to. Donc on en reparlera un peu plus en détail, sûrement dans une autre vidéo, où je vous parlerai d'une autre façon d'exprimer la modalité qu'à travers les modaux. On n'en a pas fini encore avec les modaux. Mais du coup voilà, c'est pour déjà vous introduire un petit peu la chose, et que vous sachiez qu'il y a 2 façons de dire à quelqu'un tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou je dois faire ci, je dois faire ça. Have to, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans l'anglais britannique également, et vous allez voir surtout dans quelles circonstances. Mais il faut savoir que voilà, au Royaume-Uni, vous allez plutôt utiliser must, et aux États-Unis, vous allez plutôt utiliser have to. Donc on retrouve must, bien évidemment, pour donner un ordre. Et c'est vraiment un modèle qui est très fort, donc si vraiment vous devez donner un ordre à quelqu'un, vous pouvez pas donner un ordre plus fort qu'avec must en fait. Même shall à côté qui est très formel et qu'on va retrouver dans des contextes très formels, must pour le coup vous pouvez le retrouver dans plein de situations différentes. Bon évidemment on donne pas des ordres à quelqu'un comme ça, mais si vraiment vous voulez obliger quelqu'un à faire quelque chose, et que vraiment vous le voyez comme un ordre, il faut vraiment utiliser must, c'est le modèle le plus fort pour ça. Et vous verrez plus tard quand on parlera des modaux épistémiques, il fait partie aussi des modaux les plus forts en fait en termes de probabilité d'un événement par exemple. Et du coup vous allez me dire mais ça donne quoi quand c'est mis à la forme négative ce modal? Parce que du coup c'est quoi un ordre à la forme négative? Qu'est-ce que ça pourrait? Qu'est-ce qui pourrait être l'inverse d'un ordre à la forme négative? Eh ben, c'est une interdiction, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous voulez formellement interdire quelque chose à quelqu'un, vous allez utiliser must à la forme négative. Donc soit must not, soit mustn't. Voilà, si vous voulez faire la contraction. Par exemple, si je vous dis You mustn't tell anyone what I said. C'est vraiment, quand vous dites ça à quelqu'un, c'est que vraiment la personne, si elle ouvre sa bouche, à mon avis, ça va mal se passer pour elle, quoi. Mais du coup, je voulais vous faire la différence entre le must au négatif et le have to au négatif, qui pour le coup, ne sont pas au même niveau, ne veulent pas dire exactement la même chose. Si je dis à quelqu'un, You mustn't tell me, ça veut dire tu ne dois pas me le dire. Parce que vous savez que c'est un secret que la personne a et qu'elle n'est pas censée vous le révéler. Ça, c'est vraiment une interdiction. C'est formel, c'est une interdiction. Mais si vous dites à la même personne You don't have to tell me, là ça veut dire tu n'es pas obligé de me le dire. Donc c'est là la différence. Vous voyez entre je t'interdis de me le dire et tu n'es pas obligé de me le dire. C'est là où est toute la nuance entre le must et le have to à la forme négative. Voilà, faut faire attention dans quoi, dans quel contexte, comment, pourquoi, parce que du coup, il aura pas vraiment finalement en fait cette valeur d'interdiction que peut avoir mustn't. Ensuite, on va utiliser le modal must sous sa forme radicale pour donner son opinion par rapport à quelque chose qui nous paraît très important, absolument nécessaire en fait. Donc c'est vraiment quand quelque chose nous anime et qu'on ressent vivement le besoin d'en parler. Par exemple, vous pouvez très bien dire The government must do something about unemployment. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose qui parce que peut-être vous-même vous n'avez pas de travail ou vous connaissez des personnes qui sont touchées par ça. Et du coup, pour vous, c'est vraiment quelque chose d'atroce et c'est obligé. En fait, là, si vous voulez, c'est la différence avec
l'ordre, parce que vous pouvez pas donner un ordre au gouvernement, enfin à part si vous êtes le président, mais bon, voilà. Mais si c'est pas le cas et que vous êtes une personne comme moi par exemple, vous donnez pas directement un ordre au gouvernement, mais c'est quelque chose qui selon vous doit vraiment être réalisé, donc vous allez utiliser must pour vraiment accentuer votre souhait en fait. Donc c'est même au-delà d'un souhait, c'est une espérance, pour vous ça peut pas être autrement que comme ça. Et par exemple, imaginez vous êtes chez quelqu'un et cette personne elle parle, mais vous avez un rendez-vous super important dans, je sais pas, dans 1 heure, et le temps du trajet, du machin, et vous devez vraiment y aller, vraiment. Si vous y allez pas maintenant, c'est foutu. Et la personne insiste, et elle vous retient, nanana, vous pouvez très bien lui dire « I must go now », genre vraiment, j'ai pas le choix quoi, genre. Et là pareil, vous donnez pas un ordre à vous-même, parce que ça a pas trop de sens. Mais c'est vraiment pour faire comprendre à la personne, à votre interlocuteur, que vous devez vraiment y aller. Donc en fait, quand vous l'utilisez comme ça, c'est que vraiment le locuteur, donc vous vous imposez une contrainte, une nécessité, vraiment, vous ne donnez pas un ordre évidemment, mais c'est, vous voyez, il y a plein de cas de figure comme ça dans la vie, on se dit je dois vraiment le faire, parce que si vous le faites pas, vous savez qu'il y a quelque chose qui va être foutu, ou qui va pas fonctionner comme il faut, donc voilà, c'est vraiment une façon pour vous de vous mettre dans le truc et de vous dire non, il faut vraiment que je le fasse quoi. Ensuite, must, on peut le retrouver dans des formulations qu'on pourrait qualifier d'un petit peu ironique pour le coup, parce que comme je vous l'ai dit, il a un caractère vraiment très strict, très pas formel dans le sens qu'on va le retrouver que dans des trucs de loi, etc. comme shall par exemple. Il est catégorique en fait, c'est vraiment un modèle très catégorique si vous l'utilisez. Faites attention comment vous l'utilisez parce que il vous engage de manière très forte dans ce que vous dites. Donc par exemple si je vous pose la question et que je vous dis Why must you always be so rude? Donc là c'est ironique, et si on traduit en français ça sera pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi impoli? Enfin voilà, vous voyez, c'est le genre de question, pas vraiment question non plus. Vous voyez, genre, vous vous demandez pourquoi la personne est comme ça, donc vous lui posez la question, mais c'est vraiment le type de tournure. On sait que la personne n'est pas obligée d'être comme ça, mais vous voyez, c'est le genre de tournure un petit peu ironique pour vraiment piquer un peu la personne et dire mais pourquoi t'es obligé d'être aussi impoli avec les gens? C'est incroyable quoi, enfin voilà. Donc c'est vraiment une façon aussi de dire ce genre de choses là aussi. Alors must, aussi étrange que cela puisse paraître, n'a pas de forme au prétérit. Voilà, ça n'existe pas. Tout simplement parce que, si je ne me trompe pas, must en fait à l'origine était une forme qui était déjà au prétérit en fait. À la base, il devait y avoir une autre forme au présent pour must. Et must était une forme prétérite. Mais avec le temps, l'évolution de la langue, must c'est celui qui a prédominé, donc on l'utilise maintenant au présent. Mais du coup, il n'a plus de prétérit. On ne lui a pas prévu de prétérit. Donc, et c'est là où j'en reviens au have to, si vous voulez mettre le must au prétérit, parce que vous avez carrément le droit, vous allez utiliser le have to au prétérit. Mais vous ne pouvez pas mettre le must au prétérit, il n'a pas de prétérit. Donc vous allez utiliser had to, qui aura exactement la même valeur que must au présent, mais au passé. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire He had to go to school when he was young. Donc il était obligé d'aller à l'école quand il était petit, évidemment. Par contre, quand vous avez une phrase qui est au style indirect, donc je vous rappelle que le style indirect, ça peut être pour rapporter le discours de quelqu'un, ça peut être pour rapporter la pensée aussi de quelqu'un. Là, vous pouvez très bien avoir votre modal must qui se trouvera après un verbe au passé. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire There was no escape, he thought to himself, he must make decision. Donc voilà, typiquement le genre de phrase qu'on pourrait retrouver dans un roman par exemple, où vous pouvez retrouver une phrase qui de base est au prétérit, mais où vous pouvez retrouver le must, parce qu'en fait vous avez le verbe penser, donc en fait c'est comme si on s'introduisait dans ses pensées à ce moment-là du passé, et du coup dans ce genre de cas de figure là vous pouvez retrouver le modal must, ça fonctionne. Mais toujours faites bien attention que must, voilà, il n'a pas du tout de prétérit, et c'est vraiment que dans ce genre de cas de figure là précisément qu'on peut le retrouver. En français pour le coup, on utilisera tout simplement de l'imparfait avec ce genre de phrase quand vous allez devoir traduire de l'anglais au français. Après, vous pouvez avoir différentes façons de le traduire. Par exemple, vous pouvez très bien traduire cette phrase par « Il pensa en lui-même qu'il fallait qu'il prenne une décision ». Donc ça, c'est la première version, qui du coup, avec le « prenne », donc ça, c'est du subjonctif, pourrait coller un petit peu plus à la version avec must du coup, parce que must, comme de base, c'est quelque chose qui est plutôt présent. Voilà, ça peut faire un petit rappel, un petit truc un peu lié, si jamais ça vous permet de faire quelque chose d'à peu près cohérent et que pour vous c'est plus cohérent comme ça. Sinon vous pouvez très bien utiliser de l'imparfait comme je vous l'ai dit, et vous aurez du coup la traduction comme « Il pensa en lui-même qu'il devait prendre une décision ».
Voilà, c'est typiquement le genre de traduction que vous pouvez avoir. Vous savez, en traduction, selon les contextes, selon les phrases, etc., vous avez plusieurs possibilités. Comme nos profs nous disent souvent, il n'y a pas qu'une seule bonne traduction. Donc voilà, chacun peut apporter sa vision des choses, sa touche. Après, il y a des choses qui doivent être comme ci, comme ça, surtout par rapport au temps. Mais voilà, là par exemple, c'est un exemple un petit peu souple où vous pourrez avoir soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette série sur les modos, si ça vous plaît, si ça vous apporte des informations supplémentaires que vous n'aviez pas auparavant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super méga giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite aussi un très bel été, même si on va continuer à se voir pendant l'été, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, il commence à faire beau, à faire chaud, donc pour ceux qui partent en vacances, eh ben, régalez-vous, reposez-vous et je vous fais à tous de très très gros bisous. Bye bye!